Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais parler des Bédouins d'Israël. Alors les Bédouins d'Israël, c'est une tribu nomade, des tribus nomades si vous voulez, qui viennent de péninsule arabique et qui sont installés dans le sud d'Israël au 19e siècle. Donc ici, en fait, dans le désert du Negev. Ils y sont restés. Et donc la majorité d'entre eux sont sédentaires. Il y en a une minorité qui est sédentaire, mais qui vivent dans des infrastructures très pauvres, dans des conditions très pauvres. Et le gouvernement israélien, depuis plusieurs années, s'est engagé dans un plan assez vaste de rénovation, de remodernisation de ces infrastructures, accès à l'eau courante, traitement des eaux usées, électricité, etc., même accès aux soins israéliens et plus généralement au marché de l'emploi. Alors, dans ce contexte, il y a eu un jugement de la Cour suprême en 2015 qui a demandé le démantèlement d'un village bédouin qui a été construit, dont on a jugé qu'il avait été construit illégalement. Le jugement a pris 11 ans, d'accord. Il y a eu des appels, des contre-appels, des sur-appels, peu importe. Je ne vais pas rentrer dans le jugement. Je vais vous donner le nom de la tribu. Il s'agit de la tribu Abu al-Kiyan, dont le village doit être démantelé. D'accord. Piotr Smolar a écrit un article là-dessus. Ça s'est mal passé, le démantèlement. Il y a eu un mort bédouin et un policier israélien qui est mort. Je ne vais pas non plus rentrer dans cette histoire-là, mais je vais parler de l'article de Piotr Smolar. Donc Piotr Smolar, qui est correspondant du Monde, du journal Le Monde en Israël, c'est on peut dire, mon journaliste préféré. D'accord, je l'ai dans le pif en fait, vous avez compris. Alors, il dit d'abord que le gouvernement veut démanteler ce village bédouin pour y construire une ville nouvelle, ce qui est vrai, à destination des juifs religieux uniquement. Et ça, c'est faux. C'est complètement faux. En fait, dans le jugement de la Cour suprême, vous avez une option qui est donnée aux bédouins, soit de déménager, de se relocaliser dans un village bédouin à proximité, moderne, d'accord, ou alors de rester ou de prendre une option sur la ville qui va être construite, d'accord. Donc c'est faux, c'est pas juste pour des juifs religieux, d'accord. La deuxième chose, Piotr Smolar, il dit que l'effort consenti par le gouvernement israélien, que ce soit financier ou politique, il a été très très minime. Il n'y a eu quasiment pas d'effort consenti. Quand vous lisez l'enquête du journaliste israélien Kalman Lipskin, il a enquêté au sujet de cette affaire et il se rend compte en fait que, d'abord, une partie des Bédouins, juste pour le contexte, certains Bédouins ont eux-mêmes détruit leurs infrastructures illégales et ont accepté l'offre du gouvernement israélien de bouger dans un village bédouin à proximité. D'accord ? Il y en a une partie qui s'est entêtée, qui n'a pas voulu partir. Ok ? Et parmi ces gens-là, le gouvernement israélien a recensé une soixantaine de Bédouins qui étaient éligibles pour des compensations financières. Et le gouvernement israélien est allé assez loin. D'accord ? Donc pour tous ces Bédouins-là, il y avait des gens de plus de 24 ans, des familles monoparentales, des familles, etc. Il a alloué pour chaque père de famille une parcelle de terre de 1 dunam, donc 900 mètres carrés, dans le village bédouin à proximité, d'accord, où ils devaient tous bouger. Il est allé même plus loin, il leur a offert des compensations financières, même pour leurs infrastructures illégales, d'accord, qu'ils devaient détruire. Il a même été jusqu'à allouer des parcelles de terre, parce que les Bédouins ont fait une demande supplémentaire, des parcelles de terre pour les enfants qui allaient devenir adultes plus tard. Donc, un Bédouin s'est marié avec 2 femmes, chaque femme a 8 enfants, chaque femme a 4 enfants, ça fait 8 enfants. Il y aura 8 parcelles de terre. Le gouvernement israélien va allouer 8 parcelles de terre dans le futur, en fait, pour ces enfants qui deviendront adultes. Ils bénéficieront de parcelles de terre. D'accord ? Etc. On s'est même rendu compte que dans ces Bédouins, dans cette tribu, il y avait 10 femmes palestiniennes qui venaient donc des territoires qu'on appelle territoires palestiniens, mais que j'appelle plutôt la Judée-Samarie, et qui n'étaient pas israéliennes, ces femmes-là. Donc le gouvernement ne pouvait pas leur allouer des parcelles de terre. Mais le gouvernement israélien a décidé de ne pas perdre la face et en même temps de faciliter en fait la fin des négociations, et il a alloué 10 parcelles de terre supplémentaires à la tribu qui s'arrange entre eux. Donc en fait, c'est une manière de leur allouer à ces femmes palestiniennes ces parcelles de terre. Bref, donc Piotr Smolar vient d'écrire un mensonge, si vous voulez. Quand il dit que le gouvernement israélien n'a pas consenti à des efforts conséquents, c'est faux. Finalement, il finit en disant que les députés arabes israéliens, d'accord, qui représentent les 20% d'Israéliens, les 20% arabes en Israël, sont venus dans le village pour intercéder, pour faire les médiateurs. Alors, il n'a pas la même définition que moi que les médiateurs, Piotr Smolar. En fait, ils sont venus, j'ai vu la vidéo en question, puisqu'elle est passée sur la télé israélienne.
En fait, ils sont venus pour attiser le feu, pour allumer le feu, comme disait Johnny, vous voyez. Donc, ils ont parlé aux Bédouins de ce village qui devait être démantelé et ils leur ont dit, vous êtes des martyrs, d'accord? Soyez prêts à mourir pour cette terre. Parce qu'en fait, il faut savoir que les députés arabes israéliens, qui sont donc élus à la Knesset, à l'Assemblée parlementaire israélienne, en fait, ils ont épousé le narratif antisioniste ou le narratif arabe ou islamique, comme vous voulez l'appeler. C'est-à-dire qu'en fait, cette terre entière, même Israël, est une terre arabe volée par les Juifs. Donc, ils ne sont pas venus dans le village pour intercéder ou pour faire les médiateurs, comme écrit Piotr Smolar. Ils sont venus pour que les choses dégénèrent, vous voyez. C'était ça l'idée. Voilà. Enfin, la cerise sur le gâteau, d'accord, je l'ai vu sur Twitter, dans un tweet du groupe Info Équitable. Donc là, vous pouvez faire une capture d'écran. C'est le résumé de l'article du Monde, que le Monde met en, vous voyez, un résumé au-dessus de l'article. Et Piotr Smolar écrit, enfin, ou le Monde écrit, peu importe, près de 230 000 Bédouins, etc., vivent dans le Negev. Les autorités israéliennes dénoncent des constructions, certaines constructions anarchiques et des absences de titres de propriété pour certains villages, pour justifier la construction de nouvelles habitations à destination des colons. What the hell, comme on dit en anglais. De quel colon parle Piotr Smolar? D'accord? Je veux dire, je vous rappelle, on parle d'un territoire qui se situe ici, qui est le sud de l'État d'Israël, le désert du Negev, et il n'y a aucune revendication, aucune résolution de l'ONU, rien. C'est un territoire israélien. Pour l'instant, mes amis, parce que on sait que chaque jour ou chaque année qui passe, il y a une nouvelle résolution contre Israël. Donc on n'en sait rien. Mais bon, jusqu'à présent, c'est un territoire qui n'est pas considéré comme colonisé ou occupé, même selon les critères de l'ONU. Pourquoi Piotr Smolar emploie le mot colon? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le subconscient, dans l'inconscient de Piotr Smolar, je me fais son psy, si vous voulez. En fait, Piotr Smolar, il considère que la faute, elle revient aux Juifs, que les Juifs sont coupables, les Juifs sont responsables, d'accord? Mais il ne peut pas écrire dans le journal Le Monde, d'accord? Le nouveau village, le village des Bédouins va être détruit, une nouvelle ville va être construite et les Juifs vont prendre possession. Tout ça, c'est fait pour les Juifs. Il ne peut pas écrire ça, d'accord? Il n'est pas quand même complètement stupide. Donc, c'est son inconscient qui parle et il va parler de colon. En fait, lui, il comprend juif, je pense, d'accord? Mais je me suis posé la question, comment on peut expliquer ce phénomène? Je me pose sans arrêt cette question. Comment des journalistes peuvent écrire des telles insanités, des tels mensonges, d'accord? Et j'ai lu dans un blog qui s'appelle The Bilateralist, qui explique que le dictionnaire d'Oxford vient de rajouter un mot officiel à son dictionnaire, qui est post-truth, c'est-à-dire la post-vérité, la méta-vérité. Et il explique que, dans certaines situations, les faits sont moins importants que le ressenti personnel ou les émotions. D'accord? Et donc, une journaliste de CNN, Amanpour, elle vous déclare que, dans certaines situations, la morale intime l'ordre aux journalistes de choisir un camp, de choisir un côté. On ne peut pas être neutre, on ne peut pas présenter juste les faits. Elle le dit, d'accord? Et voilà. Donc en fait, dans le conflit syrien, par exemple, on a vu que les journalistes ont choisi unanimement le camp de Bachar el-Assad, des révoltés syriens, des rebelles syriens, en considérant Bachar el-Assad comme le mal absolu, d'accord? Je dis pas que Bachar el-Assad est gentil, mais en fait, quand on leur disait quand les journalistes apprenaient que ces rebelles, il y en avait plein qui étaient islamistes, ils mettaient ça de côté, parce que voilà, c'est la post-vérité. La post-vérité vous dit que, de toute façon, c'est mes émotions qui comptent, et c'est Bachar el-Assad qui est responsable. Et c'est pareil pour Israël. Piotr Smolar, il parle d'un territoire qui n'est pas du tout considéré comme occupé, d'accord? Il parle d'une situation qui est complètement légale du point de vue d'Israël, c'est-à-dire que c'est un village qui a été construit de manière illégale, et donc il faut le détruire, d'accord? Mais il parle quand même de colons qui vont prendre place, qui vont habiter à la place de ce village. Voilà. C'est bien triste. La prochaine vidéo, je parlerai plus de journalisme parce que ça commence à me gaver en fait. Et on parlera un peu de géopolitique. Voilà. Bonne soirée mes amis, bye bye.